pourquoi le pétrole a-t-il tant chuté au point d'avoir un prix négatif pendant quelques heures c'est- Pourquoi on a pris l'exemple du pétrole? Le pétrole, c'est deux choses à la fois. Et c'est deux choses très importantes qui permettent de comprendre le commerce international. Le pétrole, c'est d'abord une matière première. C'est une matière qui sert à faire des plastiques, pour la pétrochimie, qui sert de composants basiques pour même les médicaments, qui sert pour les peintures, qui sert pour les solvants, etc., etc. Mais le pétrole, ce n'est pas qu'une matière première, c'est aussi de l'énergie. Donc, le pétrole est en soi la matière première qu'il faut toujours surveiller parce que l'évolution de l'offre et de la demande de pétrole est révélateur de l'état d'une économie. Donc, que se passe-t-il avec le pétrole? Eh bien, la production mondiale de pétrole, elle est de l'ordre de 100 millions de barils par jour. Je parle au niveau mondial. Aujourd'hui, la demande de pétrole, elle est de l'ordre de 70 millions de barils par jour. Donc, il y a 30% de demande en moins. Donc, 30% de demande en moins en énergie et 30% de demande en moins en matières premières. Donc, en ce sens, ça nous donne vraiment un indicateur sur l'état de la récession actuelle. Elle est de 30%. Ensuite, ce qui est intéressant avec le pétrole, si vous voulez, c'est que, comme indiqué, la récession elle a commencé avant le coronavirus. Et donc, il y avait déjà des états de stock, de surstock. Et cette matière première, elle est un peu particulière, le pétrole. Ça ne stocke pas de la même manière. Vous ne pouvez pas le mettre dans un conteneur. Et donc, ça voyage à travers des tankers ou des supertankers, donc des énormes bateaux, ou ça voyage à travers des pipelines. Vous ne pouvez pas faire de stock dans un pipeline. Vous pouvez juste stocker la quantité de pétrole qui circule dans le pipeline, mais pas plus. Donc, comment on stocke le pétrole? Eh ben, dans les ports, vous avez ces énormes cuves en hauteur. Si vous allez à Barcelone, du côté de la Zona Franca, vous allez les voir. Mais ces cuves, elles sont pleines déjà d'avant le coronavirus, parce qu'il y avait déjà une demande qui était ralentie. Les bateaux qui arrivaient, que ce soit en Chine ou ailleurs, ils restaient au port et ils étaient bloqués parce que les clients ne venaient pas chercher la marchandise. Et puis, avec le coronavirus, ils ont invoqué la clause de force majeure pour ne pas prendre possession de la marchandise. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec du pétrole? Vous savez, par exemple, en France, on a tous en tête des images des producteurs laitiers, par exemple, quand ils ont des surstocks ou quand les cours s'effondrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent le lait à boire à leurs cochons ou ils déversent le lait dans les rues ou dans les champs, etc. Oui, mais le pétrole, vous ne pouvez pas le faire. Dieu merci, vous ne pouvez pas le répandre dans la nature et vous ne pouvez pas le répandre dans la mer non plus. J'espère qu'ils ne le feront jamais. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez sur le bateau. Or, un pétrolier, un tanker ou un supertanker, ça coûte une fortune à la location au jour le jour. Ça coûte tellement cher que c'est une des rares matières premières au monde où on calcule même les jours de date de valeur en fin de semaine. Donc, quand je faisais du trading pétrole, par exemple, à la Société Générale, euh, quand vous faites un virement à l'international, si ça tombe le week-end, vous êtes payé le lundi. Quand c'est sur du pétrole, si c'est le samedi, vous êtes payé le vendredi. Si c'est le dimanche, vous êtes payé le lundi. C'est hyper codifié, c'est-à-dire que chaque jour compte, ça coûte une fortune. Et donc, que se passe-t-il? Les tankers commencent à accumuler. La solution, dans ces cas-là, c'est d'essayer de les revendre dans un autre pays, mais comme la crise elle est mondiale, ce qui était bloqué en Chine, vous ne pourrez pas aller la vendre au Japon. Les Japonais, ils ont déjà trop de pétrole aussi, ils en ont commandé et ils n'ont plus les besoins puisqu'il y a une récession. Vous ne pouvez pas les vendre en Corée, ils ont les mêmes problèmes, etc. Donc, les tankers, ils restent à quai. Et donc, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis, dans le pétrole, vous avez deux notions qui existent dans toutes les matières premières. Vous avez le pétrole réel et le pétrole virtuel, c'est-à-dire le pétrole papier. Le pétrole papier, ce sont des gens qui spéculent, et souvent avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Ils font des achats à terme et ils disent je vais déboucler mon opération d'avril, elle sera débouclée au plus tard au 1er mai. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ces gens-là avaient des engagements d'acheter tant de pétrole, tant de quantité de pétrole, et ils devaient payer les bateaux, etc., etc. Or, ça ne se vend pas.
et ils n'ont pas d'argent pour payer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant une journée, on a eu ça pour le débouclage du mois d'avril, donc qui arrivait pour début mai. Eh bien, l'échéance de mai, les gens étaient prêts à payer pour que vous leur achetiez leur pétrole. En fait, ils vous donnaient de l'argent pour que vous preniez possession du pétrole et que vous libériez les bateaux. Et donc, on est arrivé à cette solution qui n'est jamais vue dans le monde où on vous offrait 36 $, 37 $ le baril pour que vous récupériez le pétrole et éviter la faillite de nombreux spéculateurs. Donc, c'est quelque chose qui a été ponctuel. Le lendemain, c'est revenu en positif. Mais les cours du pétrole, aujourd'hui, ils sont de l'ordre de 10 à 15 $ le baril. C'est-à-dire qu'on est remonté à plus de 50 ans en arrière en termes de cours du pétrole. Donc, comme le pétrole est une matière première qui est un indicateur général pour toutes les autres matières premières, si vous êtes acheteur de matières premières ou si vous êtes vendeur de matières premières, ou si vous avez besoin de matières premières pour fabriquer vos produits, dites-vous bien que le cours des matières premières risque très vraisemblablement de s'effondrer. Et donc, encore une fois, si dans vos contrats, il y a des clauses de révision de prix, c'est génial. Sinon, commençons à négocier encore une fois avec vos fournisseurs. Méfiez-vous si vous avez des clients et que ils vont vous dire, moi, je suis pas d'accord, le pétrole a baissé, je sais pas, vous vendez des jouets en plastique, donc le plastique c'est du pétrole, il faut baisser les cours. Les cours ont baissé, donc le prix de vos jouets, il doit baisser. Et donc, ça, vous allez avoir comme ça en cascade une série de baisses de prix et de chutes qui va être très, très importante. Alors, est-ce que ça va continuer ou pas? Ça, c'est la question. Eh bien, le pétrole en cela est aussi significatif parce qu'on sait ce qui s'est passé. Juste avant cet effondrement très rapide du pétrole, on a vu les pays de l'OPEP, l'Arabie Saoudite et la Russie, qui n'étaient pas capables de se mettre d'accord sur une réduction de la production. Et on a vu ensuite l'Arabie Saoudite et la Russie, comme la baisse était très importante, finalement baisser de plusieurs millions de barils par jour, mais ce n'est pas suffisant, il faut baisser de 30 barils. Et ça, ni l'Arabie Saoudite toute seule, ni la Russie ne peuvent à elles deux assumer cette baisse. Alors, il faut savoir aussi une chose, et ça c'est vrai dans beaucoup de matières premières, on n'arrête pas comme ça une production. Arrêter ou réduire une production pétrolière, de l'extraction pétrolière, ça coûte énormément d'argent, c'est très compliqué et ça prend du temps. Et surtout, redémarrer une production pétrolière, l'extraction du pétrole, ça prend beaucoup de temps, c'est très compliqué et ça demande beaucoup d'argent. Et donc, on est dans une situation où les entreprises se posent la question, est-ce que je continue, est-ce que c'est un mauvais moment à passer et je continue même un peu à perte, ou est-ce qu'il faut que j'arrête, ça va me coûter une fortune, et le jour où je devrais redémarrer, ça va me recoûter une fortune. Et c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et cette problématique-là du pétrole, vous allez la retrouver dans les autres matières premières. Pour les gens qui sont dans la sidérurgie, par exemple, les hauts fourneaux, vous ne pouvez pas arrêter un haut fourneau. Un haut fourneau, s'il est à l'arrêt, pour le redémarrer, il faut redémarrer, je crois, de 1 ou 2 degrés ou quelques degrés par jour. Donc, pour le remettre jusqu'à la température maximale, il faut 3 mois ou 4 mois. Donc, il y a plein d'industries, généralement d'industries lourdes ou d'industries liées à la matière première, où vous êtes obligé de continuer même quand il n'y a plus de demande. De la même manière, quand vous avez les produits agricoles, quand vous faites votre récolte de cacao, elle se fait à un moment précis, ou votre récolte de café à un moment précis, et vous ne pouvez pas laisser votre cacao ou votre café comme ça en plein air. Il faut à un moment donné le protéger, il faut le travailler. Quand vous faites la récolte de blé, il va falloir ensiler le blé, mais ça coûte de l'argent d'ensiler le blé. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On le transforme en farine, on ne le transforme pas en farine. Et donc, tous ces aspects-là vont venir impacter et vont venir s'entrechoquer les uns les autres. Et donc, ça, c'est très, très compliqué. Voilà. Donc, après, est-ce qu'on aura des solutions? On ne sait pas. On sait qu'il y a encore pour le pétrole papier une prochaine échéance qui est celle du 1er juin, donc fin mai pour le 1er juin, pour ceux qui ont acheté du pétrole à terme. Qu'est-ce qui va se passer?
on risque d'avoir peut-être la même situation. On risque d'avoir des faillites en cascade. Pourquoi? Parce que vous avez le gaz de schiste, vous savez, surtout les Américains et les Polonais qui en font, mais surtout les Américains. Il y a du pétrole dans la roche, on envoie de l'eau avec des produits chimiques, on fracture ça et on récupère du gaz. Et déjà, il y avait une crise. Pourquoi? Parce que le gaz de schiste, le coût de revient, il est de 50 $. Donc aujourd'hui, on a 10 ou 15 $ le baril. Donc ils perdent de l'argent, mais ils perdaient déjà de l'argent avant. C'est la raison pour laquelle Trump a obligé les Européens, pour ceux qui s'en souviennent, en 2019, à dire arrêtez d'acheter du gaz russe, achetez-moi du gaz de schiste américain. Et il a fait vraiment le forcing pour imposer aux Européens l'achat du gaz de schiste. Donc cette industrie-là, elle risque de tomber en faillite. Elle a connu beaucoup de crises puisqu'elle est dépendante d'un cours du pétrole qui serait supérieur à 50 $ le baril. Or, ces dernières années, il a tendance à baisser. Et donc ces faillites en cascade vont entraîner sans doute des impacts financiers sur les banques, sur les fonds d'investissement, etc., qui va être terrible. Et donc, on risque d'avoir des problématiques importantes. Je termine avec le pétrole, et ce qui est vrai avec le pétrole est vrai avec les autres matières premières. Si on commence à arrêter le gaz de schiste, si on commence à arrêter l'extraction de pétrole, à un moment donné, la courbe va se résorber, mais à un moment donné, il va falloir redémarrer ici. Le jour où ça redémarrera, dans 1 an ou 2 ans, je ne sais pas. Et à ce moment-là, comme ça ne redémarre pas comme ça en appuyant sur un bouton, il faut des mois et des mois pour remettre en route, on risque d'avoir des manques aussi en matière première. Donc, la situation, elle doit être vraiment étudiée très sérieusement et elle doit être regardée au jour le jour par les entrepreneurs parce que ça, il faut toujours se tenir alerté et s'informer sur ces aspects-là. Voilà.